Pour cette conversation, nous allons parler principalement du rôle des employeurs dans le maintien du racisme systémique. Et pour cela, nous avons encore une fois deux invités. Alors, je suis Andy Amalis, passionnée par les ressources humaines. Une expérience qui lui a permis d'accompagner et d'aider les personnes venant de partout dans le monde à intégrer le marché de l'emploi dès leur arrivée au Québec. Et aussi animatrice de réseau Diversité et Inclusion. Andy prépare un certificat en gestion de la diversité et détient un master en ressources humaines. La deuxième personne que nous accueillons pour cette conversation s'appelle Aliska Torvik. Des parents de Guyane française et du Cap-Vert. Ça va faire 7 ans que je suis au Canada maintenant. Aliska est conseillère en acquisition de talents. Principalement, j'essaye de faire une différence, que ce soit du côté employeur et du côté candidat. Aliska est diplômée en relations publiques, publicité et communication appliquée. Andy, Aliska, merci d'être ici parmi nous aujourd'hui pour parler du rôle des employeurs dans le maintien du racisme systémique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. On va parler de plein de choses aujourd'hui, mais la première question que j'ai pour vous, c'est une question qui va permettre en fait aux personnes qui nous regardent d'apprendre un peu plus à comprendre vos postulats, en fait, à savoir qu'est-ce que vous faites dans vos carrières. Fait que j'aimerais que vous puissiez m'expliquer un peu plus quels sont vos rôles respectifs. Et mon rôle, c'est vraiment, donc, une fois que le nouvel arrivant est ici au Canada, à Montréal, c'est de l'accompagner en lui donnant les meilleurs conseils qu'il faut pour son CV, sa lettre de présentation, le coacher en fait, pour avoir les meilleurs outils pour intégrer un emploi. Et puis, je suis passée récemment au service aux entreprises, dont le rôle est ici plutôt de sensibiliser les entreprises à l'embauche des nouveaux arrivants, des personnes issues de l'immigration, mais aussi du maintien en emploi. Et toi, Aliska? Moi, je vais continuer en fait le travail d'Andy par la suite. Donc, du côté entreprise, moi, je vais vraiment être la personne qui va prendre l'idée, le besoin. Donc là, le gestionnaire va me dire, hey, moi, j'ai besoin de quelqu'un dans mon équipe, tel type de compétences, tel type de diplôme, tel type de personnalité. On va y venir. Donc moi, ensuite, je vais aller de l'autre côté, donc du côté des candidats et aller chercher la perle rare, quelqu'un qui va s'aligner en fait et avec l'employeur, avec notre culture aussi d'entreprise. Donc c'est ça, une fois que la personne finalement a reçu toute la préparation de Andy, elle va finalement arriver devant moi avec d'abord son CV, et donc de son CV, je vais voir jusqu'où je vais pouvoir l'accompagner et faire la magie opérer en fait. Love that. Fait que j'avais vraiment hâte à cette conversation parce que comme tu l'as très bien dit, il y a quand même un pont relativement clair entre vos deux rôles. Fait qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La question que moi je me pose le plus souvent par rapport justement à cette insertion sur le marché du travail, c'est quelles seraient en fait selon vous les barrières qui découlent finalement du racisme systémique et qui empêchent finalement une femme de diaspora africaine ou caribéenne d'intégrer le marché du travail. Je pense à un exemple d'une candidate algérienne qui portait le foulard, effectivement, très compétente, une candidate assez joviale, qui était vraiment très motivée pour le poste. Elle a passé des entrevues et souvent les candidats, ils ont cette frayeur-là de se dire, ok, j'ai pas eu de retour de mon entrevue, je sais pas pourquoi on m'a pas prise, alors que mon parcours professionnel, mes expériences fitaient avec le poste. Et souvent, c'était comme mon rôle était de leur dire, voilà, il y a certains éléments qui fait que ça peut être des appréhensions que l'employeur n'aura pas les mots ou savoir quelle bonne attitude à avoir face à cette situation. On a dû, avec l'équipe, lui expliquer que voilà, le port du foulard, par exemple, peut être un frein. Mais ce serait à elle de savoir si elle accepte de le porter différemment ou bien de l'enlever, mais c'était son propre choix. On lui expliquait juste que ce serait une barrière, mais qu'on lui donnait le libre choix à elle de le faire ou pas. Donc, elle a fait le choix de le garder et puis finalement d'aller vers une opportunité d'emploi en informatique où elle avait aussi, heureusement pour elle, des compétences. Toujours dans cette lancée-là, pour moi, qui dit forcément racisme systémique, dit forcément préjugé, peur. Il y a toute cette image préconçue finalement de ce qu'est la femme issue de la diaspora afro-caribéenne. De ce que j'ai déjà eu à entendre, c'est beaucoup la responsabilité familiale de la fameuse femme issue de afro-caribéenne. Cette femme-là va avoir une grosse responsabilité familiale. Est-ce que dans mon équipe, j'ai envie de gérer quelqu'un qui va être très impliqué dans sa famille, parce qu'on sait que c'est vraiment central, que ça va être sa priorité.
que ce soit vrai ou que ce soit faux. Dans le même sillage, il y a aussi toute cette idée-là de l'image préconçue, encore une fois, de manque de souplesse, manque de flexibilité. Est-ce que cette personne-là, cet élément-là dans mon équipe, je vais avoir la possibilité de lui parler de la même façon dont je parle avec les autres personnes qui me ressemblent un peu plus? Est-ce qu'elle va faire preuve d'autant de souplesse, ou alors elle, ça va être très carré, elle va arriver en étant quelqu'un de très, pas dur, mais quelqu'un qui est juste attachée à ses objectifs, attachée à ce qu'elle doit faire, attachée au travail qu'elle doit fournir. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a toute cette image-là à déconstruire de qui est la femme afro-caribéenne et qu'est-ce qu'elle a à offrir, en fait, qui elle est en tant que personne. Je pense qu'on est beaucoup plus que juste, par exemple, là, des responsabilités familiales ou un manque de souplesse. Non, il y a beaucoup plus à offrir que ça derrière. Tellement plus, tellement plus. Andy, tu nous as parlé justement du port du foulard. Je me demandais si toi, Alicia, c'est du côté justement des employeurs, t'avais eu justement des réticences plus spécifiques, en fait. Comme tu le nommais, admettons, Andy, on sait que c'est ça le problème, on va pas forcément le nommer. Tu vois. Fait qu'on sait qu'admettons, un foulard dans certains domaines va déranger, certaines spécialités va déranger, mais on va pas forcément lui dire en entrevue, on va pas forcément informer la personne quand elle n'aura pas le poste que c'est parce que tu portais un foulard que tu l'avais pas, mais on sait. En fait, c'est que moi je me demandais si t'avais été le oui, il était un peu trop. Il y en a. Bien au tout début de ma carrière, je recrutais beaucoup des postes un peu plus ce qu'on va appeler niveau d'entrée, donc très centre d'appel, service à la clientèle, etc. Donc centre d'appel, c'est un peu le point de chute de toutes les personnes qui arrivent au Québec. Là, on passe tous par le centre d'appel. Et là, donc, on était en plein recrutement. C'est un environnement qui est en pénurie. Il y a pas beaucoup de gens qui veulent travailler dans des centres d'appel de nos jours. C'est pas forcément bien payé. C'est pas des environnements de travail très stimulants. Donc, moi, j'étais vraiment dans cette psychologie-là. Tu parles français, tu parles anglais. Écoute, il y a de fortes chances que t'aies le job, là. Ouais. Puis, dans toute cette classe-là que j'essayais de former, il y a quelqu'un qui avait un accent d'Afrique subsaharienne. Mais je comprenais particulièrement parfaitement ce qu'elle me disait en anglais, parfaitement ce qu'elle me disait en français. Je pense que n'importe quelle personne au Québec et au Canada aurait pu comprendre cette personne-là. Mais le gestionnaire, au bout d'un moment, m'a fait comprendre, écoute, juste au sein de l'équipe, je sais pas si tout le monde va la comprendre. Puis là, j'étais comme, pardon? C'est-à-dire? Parce que moi, j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit au téléphone. Donc, c'est un poste qui est censé être au téléphone. Moi, je la prends en entrevue téléphonique. Je comprends très bien ce qu'elle me dit au téléphone. Donc, je serais curieuse de savoir pourquoi d'autres personnes ne le feraient pas. Oh non, tu sais, ce petit accent chantant, ce petit accent un peu exotique, tu sais. Puis là, j'étais vraiment au début de ma carrière, donc tu sais, t'oses pas forcément taper du poing sur la table. Ben non. Et finalement, j'ai laissé passer. On a laissé partir la candidate à cause de son accent. Pourtant, on comprenait parfaitement ce qu'elle disait en anglais et en français là, sans aucun favoritisme. C'était vraiment très clair sa manière de communiquer. Quels seraient du moins les conseils que vous auriez à partager justement à des employeurs qui chercheraient à diversifier leur main-d'œuvre? Et quand je dis diversifier, je parle pas tant en termes de compétences, mais je parle également en termes de couleurs, en termes d'origine, en termes de saveur. Oui. Bref, comment est-ce qu'on fait pour intégrer cette diversité en tant que telle dans une équipe? Alors, c'est vrai que côté intégration, moi, je dis qu'est-ce que l'entreprise fait? Ben, je vais prêcher pour ma paroisse. Alors, je dis de se rapprocher notamment des organismes communautaires qui sont, il y en a beaucoup à travers le Québec et qui sont vraiment, je trouve, placés de manière stratégique, géographiquement parlant, ici à Montréal, même à Québec, mais au Québec. Et je trouve se rapprocher de cet organisme-là, c'est quelque chose de vraiment positif parce que souvent, les personnes issues de l'immigration, ils se réfèrent à ces organismes-là. D'une part, pour l'aspect social, l'intégration sociale, parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte, et puis la partie professionnelle où le candidat, après être sorti de là, il est prêt à intégrer le marché de l'emploi parce qu'on lui donne des outils. En plus, c'est des services qui sont gratuits. Enfin, je parle en connaissance de cause dans les organismes où j'ai travaillé. Donc, se rapprocher d'elle. Et puis, on est toujours super, vraiment content et motivé et savoir que les entreprises, elles sont à l'écoute et qu'elles veulent intégrer du personnel ici de l'immigration. De nos jours, il y a des gens qui sont formés, spécialisés justement en diversité et inclusion. Et de la même façon que des fois, l'entreprise, on va avoir une demi-journée qui va être consacrée à la formation sur un nouveau logiciel ou un nouveau CRM qu'on va utiliser. On pourrait prendre une demi-journée, une journée pour former ces gestionnaires-là, ces personnes des ressources humaines. Donc,
je m'inclus dedans. Tout ce comité exécutif qui va avoir la possibilité d'être formé sur comment accueillir finalement ces personnes qu'on n'a pas, avec qui on n'a pas l'habitude de traiter, et de pouvoir leur offrir cette perspective-là. C'est-à-dire, s'ils voient comme ça, de leur permettre de voir comme ça que, hey, tu vois, si t'es intéressé à finalement recruter et à juste avoir de la main-d'œuvre dans ton entreprise, regarde, il y a ces personnes-là qui ont tel type de culture, puis tu sais, les former à comment arriver, puis aussi casser ces barrières, ces préjugés, ces blocages qu'on peut avoir, ces idées juste préconçues. Il y a des spécialistes qui vont venir, une équipe qui vont prendre chaque département un par un. Voilà, ça se passe comme ça. Puis une formation tout simplement. Et je pense que ces organismes-là, par exemple, peuvent intervenir en entreprise, ou alors juste des consultants. Il y a plein de consultants en diversité et inclusion de nos jours là. Tu les fais venir comme ça sur une semaine, ils parlent à tous les départements. Ça fait une différence. Tu sais, tu changes pas le monde en une semaine, mais petit à petit quand même. Si on passe maintenant au poste à plus haute responsabilité, est-ce qu'en termes justement d'intégration et de recrutement, vous avez pu voir des barrières, admettons, claires aussi dans ces rôles de leadership là, en fait, parce que les statistiques le montrent, on occupe la plupart des postes qui sont précaires, on occupe la plupart des postes qui sont à temps partiel. Quand on gravit les échelons, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de collègues masculins et blancs que de femmes qui nous ressemblent. Donc, est-ce qu'il y a des barrières claires nommées également au niveau de ce plafond de verre-là qu'on connaît toutes? Juste au niveau du recrutement, tu sais, parfois on va avoir quelqu'un qui est arrivé au Québec il y a peut-être 2 ou 3 ans. Mais tu sais, la personne, elle est pas née il y a 2 ou 3 ans, elle a avancé la même carrière. Puis tu sais, des fois, ils ont des carrières très, très, très avancées, des diplômes qui se valent. Quand cette personne-là, tu vas la recruter, puis tu vas voir que ça fait 10 ans qu'elle fait, par exemple, dans l'informatique, dans son pays d'origine. Là, elle arrive, ça fait peut-être 2 ans qu'elle fait du support technique, donc elle appelle pour dire aux gens, par exemple, avec leur Internet, comme, débranchez le fil, rebranchez-le, soufflez dessus. Tu sais, cette personne-là, on sait que quand on va la recruter, rapidement, à un moment, elle va se dire, d'abord, le poste va être vraiment junior par rapport à ses compétences. Puis rapidement, cette personne-là, un jour, on sait qu'elle va vouloir solliciter justement des postes un peu plus à responsabilité, voire vouloir gérer une équipe. Donc, des fois, c'est juste au moment du recrutement, on va se dire, OK, mais cette personne-là, à court et moyen terme, à moyen et long terme plutôt, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai réellement les moyens demain d'aller me battre avec le comité plus exécutif, de pouvoir justifier que cette personne-là, oui, elle pourrait avoir un poste, gérer une équipe, d'être directrice principale, vice-présidente, pourquoi pas. Donc cette personne-là, on va se dire, OK, je saurais pas trop la mettre, je sais que ça va être une conversation difficile, je vais couper court. Souvent, on met beaucoup l'accent sur les diplômes qu'on a eus, et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, on met l'accent sur l'évaluation comparative des diplômes qui est importante. Parfois, quand on arrive ici, on hésite, on sait pas trop, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, alors que d'emblée, par exemple, moi, de mon expérience, effectivement francophone, je suis francophone, mais j'ai décidé de le faire parce que j'avais besoin, je me dis que je veux pas que ce soit une barrière pour moi, donc je l'ai fait pour que je puisse savoir à quoi équivaut mes diplômes eus à l'extérieur du Canada par rapport aux diplômes canadiens, et ça tout de suite ça rassure. Moi, ça m'arrive constamment, tu sais, tu vas voir peut-être 5 expériences professionnelles, il y en a peut-être 3 qui sont au Québec et au Canada, puis il y en a 2 qui sont dans le pays d'origine. Puis là, tu vois, parlez-moi. Moi, c'est toujours la première question que je pose pour détendre un peu l'atmosphère, c'est parlez-moi de vous. Puis là, tu vois qu'ils commencent à te parler que de ces 3 dernières expériences qui sont ici sur le territoire. Puis je suis comme, c'est ça, ils t'es né à l'aéroport ou quoi? T'es né à l'aéroport ou quoi? Et non, moi, à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir. Tu sais, ça me prend peut-être 2 minutes de plus en entrevue téléphonique. Non, mais parlez-moi aussi de telle entreprise, dans tel pays, je serais curieuse d'en savoir plus. Puis tu sais, souvent, t'as ce petit step back, genre, j'étais pas préparée à ça. Moi, j'étais prête à parler que de ce que j'ai fait au Québec, que ce que j'ai fait au Canada. Non, moi, ça m'intéresse. Parler des postes en lien avec, exact. Qu'est-ce que t'as fait avant? Qu'est-ce que t'as aimé là-bas? Tu sais, parle-moi même des différences. Comment c'était dans ton pays? Comment c'est ici? Waouh! C'est ça. C'est justement parfois, il y a cette différence, et sans vouloir t'interrompre, du fait que la différence entre comment j'ai passé les entrevues dans mon pays et comment ça se passe ici. Il y a souvent cette gêne-là qui fait que parfois le candidat est déstabilisé, tu vois. Comme tu disais, il y a un sursaut, dit, OK, elle veut en savoir plus sur mon background, sur ce que j'ai fait avant d'arriver au Canada. Et c'est souvent ça à laquelle on fait face, qui fait que ça peut créer certaines frustrations des fois, là. Avoir des recruteurs comme toi, c'est bien parce que ça pousse justement le candidat à sortir de sa zone de confort, comme on dit, et puis parler un peu plus de ce qu'il est capable de faire, parce que c'est ce qu'on veut savoir au final. Exactement.
Wow, ok. Je suis comme, I'm learning so much. Je suis comme, prochaine fois, je dépose mon CV quelque part. Abidjan, Franchement. Ok. J'aime bien le fait qu'on soit sur les entrevues en ce moment, puis ça me fait penser à une autre conversation dans le cadre de cette série de vidéos où on parlait de l'entrepreneuriat et de la négociation salariale. On l'a un peu plus fait, right? On l'a un peu plus fait d'un point de vue entrepreneuriat, comment fixer ses prix, etc. Mais j'aimerais bien amener cette conversation ici aussi, parce que je pense qu'encore une fois, c'est un élément majeur en termes justement de préparation et aussi du côté de l'employeur, tu sais, qui est en mode j'ai un budget à respecter, mais je sais pas non plus quel est le budget que j'ai. Fait que comment est-ce que on se prépare le plus possible à une bonne négociation salariale lorsqu'on applique à un poste et est-ce que vous avez vu justement une certaine différence dans les profils spécifiques justement des des femmes de la diaspora africaine et caribéenne en termes de justement comment est-ce qu'on est à l'aise à parler d'argent, à négocier, à faire valoir finalement un prix sur toute l'expertise qu'on a. Tout à fait, tout à fait. Je vais mettre les deux pieds dedans, là. J'ai déjà appelé des candidats pour des postes. En tout cas, c'est un poste particulièrement technique dans le domaine de l'environnement et l'eau. Et cette personne-là, quand je l'ai eu en entrevue téléphonique, elle m'a dit, j'ai tellement envie de travailler que je suis prête à ne pas être rémunérée. J'étais genre, attends, là, on va sortir. Elle était trop essoufflée. Oui. Attends, c'est à moi. Là, j'ai dit, écoute, on va sortir du cadre de l'entrevue téléphonique, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Tu vaux quelque chose d'abord en tant qu'humain au Québec. Mais en plus de ça, tu vaux quelque chose d'un point de vue financier. Ton savoir, là, il vaut quelque chose. Et ça aussi, c'est un problème de connaissance, d'accès à l'information, parce qu'aujourd'hui, il y a des sites qui sont développés. Tu vas taper le nom, le titre du poste, et on va te donner ton échelle salariale à laquelle tu peux aspirer. Donc déjà juste de savoir, ok, je me situe où. Après, tu sais, tu vas chercher plus en fonction de l'entreprise, tu vas chercher moins en fonction de l'entreprise. Mais avant de te lancer tête baissée, envoyer des CV là. De la même façon que tu apprends à te préparer, à te présenter, apprends aussi à savoir qu'est-ce que je vaux sur le marché aujourd'hui avec mes années d'expérience, mon diplôme, ma flexibilité d'un point de vue géographique. Je vais être curieuse d'aller chercher, de savoir exactement combien je vaux. Quand on fait la recherche, admettons, on ne sait pas quel est le budget que l'entreprise a. Est-ce qu'on peut directement se dire, moi, je recherche un 50-60 000, ou on peut demander à l'employeur, genre, quel est votre budget pour ce poste, ou quel est justement l'échelle salariale? Parce que ça, je pense que c'est l'une des questions majeures que tout le monde se pose. Qui parle d'argent en premier? J'adore ça parce que souvent, j'ai des candidats, non, mais j'aimerais savoir, c'est combien? Et moi, j'ai dit de l'autre côté, oui, mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vont au travail. Et ils me disent, oui, mais moi, j'aimerais être sûre d'avoir le job et pas être exclue du processus de recrutement. Donc, je pense que dans tous les cas, parce que personne travaille pour la gloire. Moi, ma mère, elle m'a toujours répété ça. Personne ne travaille pour la gloire. Donc, le salaire, c'est quelque chose de très central dans la décision que tu vas prendre pour aller choisir ton domaine d'activité et choisir accepter l'offre qu'on pourrait potentiellement te faire. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il y a un montant minimum que tu dois tolérer pour toi-même. Clairement. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir si c'est 45 à 50 000 ou si c'est 80 à 85 000, dépendamment de ce dans quoi tu fais. Aussi, pareil, dans le plan d'action, il y a aussi la partie où il faut que le candidat prenne le temps, comme tu disais, d'aller consulter les offres d'emploi, d'aller consulter les sites spécialisés. Il y a des sites spécialisés. Tu tapes le nom du titre de poste exact et tu vas tomber sur l'échelle salariale ou le salaire que tu convoites ou que tu pourrais avoir, pour le poste en fonction de ton niveau d'expérience aussi. Et donc, c'est très important. Et puis, comme tu disais, bien sûr, mettre en avant, se noter quels sont les avantages, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que l'entreprise va m'offrir. Et c'est là aussi qu'on peut comparer parce qu'il arrive que les candidats, ils sont tellement recherchés par les entreprises que parfois les candidats se retrouvent à faire le choix entre plusieurs offres. Et c'est là que, tu dois mettre sur feuille clairement qu'est-ce que l'entreprise t'offre, qu'est-ce qu'elle t'offre, qu'est-ce qu'elle t'offre pas, ou faire un comparatif, en fait. Mais dans le même sens, moi, je me bats pour que les entreprises indiquent leurs échelles salariales sur le poste. Affiché aussi. Oui, que les postes les salaires soient affichés sur le poste. Ça te permet aussi de te mesurer, là. Une PME, elle va pas te payer comme une multinationale, tu vois. Donc, il y a aussi ça où des fois, tu sais, le candidat, il est super intéressant, puis tu reçois le CV, tu vois ses attentes salariales, puis t'es genre, oh, waouh, ok. Je crois que t'as pas vu où est-ce qu'on se situe, là. C'est ça, c'est toujours, bien sûr. Oui. Ouais. Donc, dans l'autre sens, en fait, c'est vraiment
une relation win-win qui doit se créer parce que pour moi, l'entreprise doit accepter de pouvoir afficher son échelle salariale. Tu sais, tu peux pas avoir honte de ton budget, là. Genre, et dans tous les cas, c'est ce que je dis souvent aux gestionnaires. À la fin de la journée, on va lui dire ce qu'on est prêt à offrir. Donc, pourquoi ne pas lui dire 2 semaines avant? Pourquoi attendre le moment de l'offre verbale pour lui dire, bah non, finalement, nous, on est parti sur ce salaire-là? Tant qu'à faire, autant que ce soit ouvert. Comme ça, les candidatures que tu reçois, c'est des gens qui sont intéressés par ce salaire-là pour ce poste-là. Donc ça aussi, c'est un travail à faire définitivement dans les entreprises. Là, les deux côtés. Plus de transparence et plus de préparation. Oui, tout à fait. Exactement. Ok. On tire vers la fin de notre conversation, fait que j'ai une toute dernière question pour vous, mesdames. Puis elle est relativement visée par rapport à vos 2 expertises. Alicia, si tu avais un conseil à donner aux employeurs, quel serait-il au vu de la conversation qu'on a eue justement sur l'impact du racisme systémique sur le marché du travail? Et toi également, Andy, quel conseil aurais-tu justement aux jeunes femmes de la diaspora africaine et caribéenne qui aspirent à entrer sur ce marché du travail-là ou qui le sont déjà et qui aimeraient en fait fleurir davantage dans leur carrière? Alors, le conseil que je pourrais donner pour les femmes afro-caribéennes qui viendraient intégrer le marché de l'emploi au Québec, au Canada, c'est vraiment se sentir à l'aise d'aller vraiment vers les autres, d'aller demander de l'aide, d'aller vers des femmes ou hommes qui sont déjà intégrés sur le marché de l'emploi. Ne pas hésiter à aller, ne serait-ce que LinkedIn, c'est un réseau social professionnel assez utilisé, même beaucoup au Canada. Donc, j'inviterais vraiment à, s'il n'y a pas encore de profil de fait, de créer un profil, d'aller chercher des personnes les acteurs prépondérants du domaine de l'intégration. Et vraiment, il y a tellement, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir à Montréal comment je pourrais dire ça, l'activisme, je pourrais dire, des femmes afro-caribéennes ici qui font beaucoup de choses et qui développent plein d'actions entrepreneuriales et qui développent des outils positifs pour vraiment aller de l'avant et permettre à la communauté de se développer, de créer des choses, parce qu'il y a de quoi créer. Pour moi, Montréal, comme une amie me disait, c'est vraiment le bon endroit pour se développer, créer et être ce que tu as envie d'être. Donc, c'est vraiment de se lancer et puis d'aller vers les personnes qui pourraient aider, accompagner et apporter aussi leur pierre à l'édifice. C'est ce que je pourrais conseiller. Du côté des employeurs, moi je dirais de valoriser l'inconnu, de travailler sur la curiosité. Valoriser l'inconnu, c'est valoriser les diplômes obtenus d'un endroit inconnu, valoriser l'expérience obtenue d'un endroit inconnu. Donc, je pense que sur mon LinkedIn, même dans ma bio, il y a écrit ça, valoriser l'ailleurs et l'autre avec un A majuscule. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que la personne ne peut pas renaître au Québec, mais par contre, on peut essayer de faire avec au Québec. On peut essayer de faire avec tout son background qui est différent. Donc, juste d'essayer de relax, puis ne pas hésiter aussi à être accompagné dans cette démarche-là. Donc, si c'est un souhait, puis juste on sait pas par où s'y prendre, investissez sur quelqu'un qui va être spécialisé dans ce domaine-là et qui va pouvoir vous y accompagner finalement et faire la différence. Aujourd'hui, on est en grande pénurie de main-d'œuvre et à défaut de voir les entreprises couler une par une, il serait temps de considérer les gens qui viennent d'ailleurs. Donc, je pense que c'est vraiment le conseil que je donnerais. Merci beaucoup, mesdames, pour cette conversation. C'est un plaisir de vous recevoir, vraiment. Puis j'espère que la belle conversation qu'on a eue va pouvoir faire écho dans les bureaux, dans les 5 à 7 et consorts, et faire jaser également. Merci. Merci. Merci à toi. Merci.